Connaissance, recherche, sciences, dessin, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, environnement, nature. Donc, théorème. Donc, modulo les mêmes hypothèses F1, je ne réécris pas maintenant, F1 plus petit que F2 sur Q croix 0 à l'infini, entraîne lambda 1 plus petit que lambda 2. Bon. Alors, démonstration. En démonstration, je vais faire de façon à préparer, je pourrais faire une démonstration directe, mais elle est un peu pénible à écrire. Donc, je vais faire une démonstration en montrant que la linéarisation est croissante. Linéarisation croissante. Donc ça, c'est dire qu'on a une fonction, que lambda fonction de f1 est une fonction croissante. Bon, ben je vais regarder uniquement la dérivée par rapport à des petites variations et m'assurer que ces dérivées sont positives ou nulles. Bon, voilà. Comme ces problèmes sont parfaitement bien posés, on a une solution qui est C infini, qui dépend de manière régulière des données, etc. Tout se passe bien, on peut réellement ne penser qu'à des linéarisations. Alors, linéarisation. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis simplement en train de dire que je prends f, je lui fais une petite perturbation qui est un epsilon g, avec un g que vous pouvez penser être un x et 2 phi, mais ça ne changera rien. Vous pouvez penser que c'est un x, mais c'est surtout un g qui est positif ou nul. Donc, j'accrois un tout petit peu le f. Le phi me devient un phi epsilon, et le lambda devient un lambda epsilon. D'accord? Bah, phi epsilon, au premier ordre, c'est phi, plus un epsilon, et je vais maintenant à nouveau me servir de la lettre psi. Et ici, je vais avoir lambda plus epsilon mu. Voilà ce que je veux dire par linéarisation. C'est l'équation pour les psi et mu en fonction de g. C'est vraiment une dérivée partielle, c'est ça qui entraînera le résultat. Et si vous voulez effectivement avoir une démonstration, parce que le fait qu'une fonction d'une variable soit croissante, si sa dérivée est positive ou nulle, ça on sait. Ici, on est dans on a une fonction sur des fonctions. Alors, si vous voulez bien comprendre la relation, prenez un trajet que je vais baptiser TF2 plus 1 moins TF1. Je prends donc une courbe dans les F. Cette courbe est une courbe croissante parce que F2 est plus grand que F1. Donc ça, c'est F de t, courbe croissante. Et la linéarisation, ça consiste à dire que U point par rapport à t, si j'appelle U de t la solution qui correspond à cette méthode d'homotopie, pour employer un mot, enfin d'interpolation linéaire entre F1 et F2, d'interpolation entre F1 et F2, eh bien la dérivée par rapport au temps d'après
la linéarisation croissante est positive ou nulle. Et là, on a bien une fonction d'une variable réelle dont la dérivée est positive. C'est bien la notion de croissance habituelle. C'est bien le fait qu'au bout, U2 est plus grand. Excusez-moi, d'ailleurs, c'est lambda. Lambda point de t qui est positif ou nul. Donc, au bout, en t égale 1, ben, j'ai lambda 2 qui est plus grand que lambda 1 en t égale à 0. Donc voilà pourquoi l'aspect linéarisation suffit. J'aurais dû le dire avant. Et donc la linéarisation, si vous préférez penser en termes de petites variations, qu'est-ce que ça nous donne? Bien, vous faites comme un développement limité, si vous préférez. Après tout, c'est ça une dérivée. Moins 1,5 de Laplacien psi. Alors, au premier ordre, on va récupérer. Alors, au premier ordre, on va récupérer, c'est pas si simple que ça à faire ce foutu développement limité. Alors, donc, on va regarder f de x et de phi plus epsilon psi carré, phi plus epsilon psi. Et il faut que je regarde les termes, et puis j'en ai encore un bout. J'ai un epsilon g, alors ça, je peux le mettre là. Et puis j'ai plus epsilon g. Et vous voyez que là, que l'on mette phi plus epsilon psi ou pas, le epsilon psi, on s'en moque, puisqu'on a déjà du epsilon, si on veut regarder les termes du premier ordre, donc c'est du phi, et donc tout ça c'est du g de x, donc c'est pour ça que j'appelle que du g. Epsilon g fois phi, et le plus epsilon psi, il n'intervient pas. Parce que ça fait du epsilon carré. Tous les autres termes sont d'ordre supérieur. Le terme d'ordre 0, il ne m'intéresse pas. Hein. Le terme d'ordre 0, c'est f de x phi 2 fois phi. Donc je vais tout de suite le retrancher pour être sûr qu'on va rester avec les termes du premier ordre. Alors, dans les termes du premier ordre, qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais récupérer le premier ordre qui va venir du f fois phi. Le premier ordre qui vient, ça correspond au fait que je suis en train de dériver, de faire un développement limité autour de f de x et de phi 2. Donc ça va être f', et f' signifie la dérivée par rapport à la deuxième variable, phi 2, et il y a le double produit, donc ça fait un 2 fois phi, qui est multiplié par phi, ça fait phi carré psi. Donc ça, c'est le terme d'ordre 1 qui vient du f. Le terme d'ordre 1 qui vient de celui-ci, c'est f de x et de phi 2 fois psi. Et le dernier terme, j'ai des epsilon partout. Et le dernier terme, c'est des dièses j, g fois phi. Voilà, donc si je reviens ici maintenant pour bien écrire les choses, je récupère le même potentiel fois psi. Ça, c'est le psi, c'est le premier terme. Ensuite, je récupère un potentiel additionnel qui a à la fois du g et du 2f' de x fois phi carré, qui est un potentiel qui n'était pas là dans la première équation, fois psi, OK, est égal à quoi? Bien, dans le lambda phi, à nouveau, il y a deux termes. Il y a le fait que je dérive phi, j'obtiens psi, et je dérive lambda, et je récupère mu. Donc, lambda psi plus mu phi. Donc voilà l'équation linéarisée. Mu est une constante, psi est une fonction. Que puis-je dire de plus sur cette fonction? C'est qu'est-ce qui vient de cette normalisation? Si l'intégrale de phi carré est égale à 1, eh bien au niveau de la dérivée, au niveau des variations, je vais avoir que l'intégrale de phi psi est égale à 0. Donc psi est de moyenne nulle par rapport à une mesure qui est phi.
Et donc, la question qu'on se pose là-dedans, c'est pourquoi diable ça entraîne que mu est positif ou nul? Pas tout à fait évident. Donc, hein, l'hypothèse qui est faite, voyez bien cette équation, je l'encadre, c'est une équation de linéarisation de problème de Schrödinger non linéaire. Hein. C'est... ce sont deux termes complètement différents. Vous avez tout à fait raison. Donc celui-là, il est correct. Et c'est G-phi, absolument. Non, sinon, j'allais avoir un gros problème dans la suite de la démonstration. Bien. Donc, du fait que G est positif ou nul, je veux démontrer que mu est positif ou nul. Bien, je vais raisonner par absurde. Si supposons que mu soit négatif ou nul. Pardon, strictement négatif. Eh bien, je vais réécrire cette équation, essayer de la simplifier. L'équation à psi, c'est donc moins 1,5 Laplacien plus f psi, pardon, moins lambda, je regroupe les termes psi, je rajoute un potentiel a fois psi, et je vais écrire, je vais dire ce qu'est A dans un instant, et ça, c'est égal à mu fois phi moins g fois phi. Eh bien, vous voyez que ce bazar-là, c'est strictement négatif ou nul. C'est strictement négatif. C'est mon hypothèse. G est positif ou nul, et je raisonne par contradiction. Et le A qui est ici, c'est quoi? C'est un potentiel strictement positif qui est donné par 2f' de x et de phi2, phi2. Bon, alors du fait que phi soit strictement positif, eh bien, pour le potentiel moins 1,5 plus moins 1,5 Laplacien plus f moins lambda, on sait que la première valeur propre de cet opérateur de Schrödinger est nulle, puisqu'on connaît une fonction propre, à savoir phi, et que c'est une fonction propre strictement positive. Donc, si c'est une fonction propre strictement positive, c'est l'état fondamental. Okay. Mais si j'accrois le potentiel en rajoutant du A, eh bien, la première valeur propre, l'énergie fondamentale, elle augmente. Donc le lambda 1, il est strictement positif. Et si le lambda 1 est strictement positif, hein, si j'appelle L cet opérateur, qui n'est rien d'autre qu'un opérateur de Schrödinger, l'équation que j'ai en haut, c'est de dire L psi strictement négatif, L qui est un 1 moins 1,5 de Laplacien plus V, et avec la première valeur propre de V, de lambda, qui est strictement positive. Ouais, 3 informations que j'ai. Eh bien, ça entraîne qu'on est dans une zone où on a le principe du maximum. Si on a le principe du maximum, L psi strictement négatif entraîne que psi est en fait strictement négatif. Mais si psi est strictement négatif, il ne peut pas être de moyenne contre phi nul. Bon, c'est une démonstration un peu bizarroïde, hein, mais... Alors, en non linéaire, on peut la faire directement, mais alors les comparaisons, il faut écrire toutes sortes de potentiels découpés en morceaux, c'est illisible. Donc, ce n'est pas aussi transparent qu'on pourrait... ça marche bien, on linéarise, on voit qu'on rajoute un potentiel positif. Et vous voyez que la croissance de f,
Où est-ce qu'on s'est servi de la croissance de f? Là, hein, c'est pour dire ce que j'ai rajouté à mon potentiel de Schrödinger, c'est un potentiel positif. S'il a un signe, ça entraîne que mu, il doit avoir le même signe que g. Parce que s'il y a des signes opposés, on aboutit à une contradiction. Donc voilà l'essentiel de la démonstration. Bon. Alors, effectivement, on est dans une situation où on a un résultat de comparaison qu'on n'avait pas dans le cadre en horizon fini, mais c'est pour un problème stationnaire, c'est-à-dire une structure différente. Et qu'en revanche, dans les deux cas, ce qu'on voit, c'est des résultats de comparaison, ou bien dans le cas des déterministes, ou bien dans le cas d'un Hamiltonien quadratique, qui à chaque fois fait qu'on peut réécrire le problème en extrayant dans le M sa dépendance en l'autre inconnu. Dans le cas dépendant du temps, on avait un vrai système. Ici, ça se réduit même à une seule équation. Se réduisant à une seule équation, du coup, on a un résultat plus fort avec une monotonie par rapport à toutes les données. Bon, alors, une fois qu'on en est là, on a même une monotonie par rapport à la constante qui est en demi de P2. Mais là, il faut refaire tous les calculs avec toutes les constantes qui sont là. Bon, alors, ce qu'il me reste, après j'attaque le deuxième sujet du cours, ce qu'il me reste à dire, c'est qu'à part ces deux cas-là, je ne sais pas ce qui se passe. Et donc j'aimerais vous expliquer que je ne sais pas, comme s'il y avait besoin d'explications. Donc j'aimerais effectivement faire quelques observations qui ont d'ailleurs d'autres intérêts que l'intérêt d'étaler mon ignorance. Donc toujours, c'est le cas nu strictement positif, point d'interrogation. Pour un H général, évidemment. Hein. Parce qu'on a vu quand même que dans le cas quadratique, à travers la linéarisation, on a eu une chance de voir quelque chose. Alors regardons la linéarisation dans le cas général. Donc à nouveau, et ça j'ai le droit de le faire, à nouveau c'est de dire je regarde est-ce que la linéarisation est une fonction croissante, et à nouveau il s'agit de faire une linéarisation ou une dérivation dans une direction de variation qui est G. Et donc, à nouveau, entre guillemets, je prends un f plus epsilon g, avec un g qui est positif ou nul. Je prends, j'en déduis un lambda epsilon qui va se comporter comme un lambda plus epsilon mu. J'en déduis un u epsilon qui va se comporter comme un u plus epsilon v, et un m epsilon qui va se comporter comme un m plus epsilon n. Alors, quel est le système linéarisé? Je l'écris. Bien. Alors, le système linéarisé consiste simplement à dériver tout ceci dans la direction d'une variation de f avec g. Donc, on va récupérer moins nu laplacien v, plus dh sur dp, et ça, je vais l'appeler b de x, b gradient v, plus mu égale f prime, et ça, f prime, je vais l'appeler A, je dirai ce que sont toutes ces notations dans un instant, à n plus G. Alors là-dedans, A, c'est f prime en x et m, b de x, c'est dh sur dp en x et en gradient u.
puis c'est bon, là tout est défini. La moyenne de V est égale à 0, et la moyenne de N est égale à 0, puisque ça correspond au fait que M est supposé de moyenne 1, et que donc, par linéarisation, tous les accroissements sont de moyenne nulle. Quant à l'équation en N, c'est moins nu laplacien N, moins divergence de Bn. Ça, c'est la dérivation du dH sur dp, c'est la dérivation de la partie M. Reste à dériver le d2h sur dp, le dH sur dp. Et si je fais ça, je vais récupérer ici une matrice grand A fois un gradient V. Et la matrice grand A, qu'est-ce que c'est? C'est M multiplié par D2H sur dP2 de X et de gradient U. Donc, sur les signes, puisque les signes là-dedans sont importants, je sais que la matrice A est une matrice dont on peut penser qu'elle est strictement positive. On pourra toujours généraliser à positif ou nul par densité après coup, si jamais on avait un résultat positif. On peut penser que la fonction A, qui correspond à la dérivée par rapport à M d'une fonction croissante, et cette fonction A, ça c'est une fonction matricielle, c'est un A de X, et ça c'est un petit a de X qui est strictement positif. Bon. Et donc là, toute la question devient une simple question linéaire pour ce système d'équations elliptiques. Est-ce que G est positif ou nul? Est-ce que ça entraîne, oui ou non, que mu est positif ou nul? Alors, bien entendu, on a un tout petit peu plus d'informations, c'est-à-dire que le M et le U. Bon, le B est assez quelconque. Mais une fois qu'on a le B ou le A, ils ne sont pas complètement quelconques les uns par rapport aux autres. Donc il est possible que la réponse soit non à une question qui soit posée dans cette généralité et puisse être oui dans certains cas lorsqu'on a des M et U particuliers. Mais je ne sais même pas si la question et la réponse est non dans un cadre quelconque comme ceci. Y compris d'ailleurs avec B égale à 0. Parce que B égale à 0 est un cas qui est assez naturel. Petit b est égal à 0, ça consiste à regarder la linéarisation. Donc pensez U identiquement nul, et puis dH sur dP en 0 qui vaut 0. Hein. Et M, f de x et de 1 qui vaut 0, et vous prenez M égale 1. Donc, si vous linéarisez dans ce cas par cas, donc ça c'est un exemple, hein. Lambda vaut d'ailleurs 0 hein, dans ce cas-là. La première équation, c'est tout est nul. Deuxième équation, c'est aussi tout est nul. Donc on a bien un système, une solution de ce système. Bon, ben, si je regarde la linéarisation dans ce cas particulier, vous voyez que ça fait un B qui est égal à 0. Ça fait un A qui est ce qu'il est, et puis ça fait un grand A qui est simplement le D2H sur dP2. Vous voyez d'ailleurs au passage que si H est 1,5 de P2, là vous avez, c'est juste le cas où vous avez ici aussi un Laplacien. Le divergence de gradient V est un Laplacien. Ça, on s'en était déjà servi, et implicitement on s'en est servi dans les démonstrations précédentes. Bon. Donc, même dans ce cas particulier, la question est intéressante, avec B égale à 0. Je ne sais pas. Alors, un petit jeu que j'aime bien néanmoins, qui permet de comprendre un peu la structure algébrique de ce problème-là. C'est que je vais appeler grand B l'opérateur moins nu laplacien plus B gradient. Alors, cet opérateur n'est pas complètement inversible parce qu'il a un noyau qui est composé par les constantes.
Donc, il est inversible sur les fonctions à moyenne nulle. Bon. Alors, si je fais ceci, je vois que la deuxième équation n'est rien d'autre que de dire que B étoile n, B étoile, c'est la transposition, moins nu laplacien, moins divergence de Bn, c'est la transposition du premier opérateur. La deuxième partie de l'équation, c'est un opérateur que je peux baptiser plus CV, où C est un opérateur qui, lui, est auto-adjoint, est un simple opérateur elliptique sous forme divergence, moins divergence de A grade. Ça, c'est une remarque totalement générale, en fait, sur la linéarisation des Minfield Games, hein, ce que je suis en train de faire. Et il y a un analogue sur le problème dépendant du temps. Ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait avoir beaucoup de sens numériquement. Hein. Par les méthodes de type Newton. Alors, le B étoile n plus CV égale à 0. Donc, C, c'est une divergence, donc c'est de moyenne nulle, donc je peux inverser a priori B étoile. J'ai dit B qu'on pouvait inverser sur les fonctions moyenne nulle, non. Comme le noyau de B, c'est les constantes, c'est B étoile qu'on peut inverser sur les fonctions à moyenne nulle. Donc, j'en déduis que n est égal à moins B étoile moins 1 CV. J'essaie de me ramener à une seule équation, comme on l'a fait dans le cas quadratique. Et donc maintenant, quelle est la première équation? La première équation, c'est dire que BV est égal à AN plus quelque chose que je vais écrire G moins mu. Vous me voyez venir, parce qu'effectivement, si je faisais le même raisonnement que tout à l'heure par contradiction, G est positif. Si je suppose par contradiction que mu est strictement négatif, bien G moins mu est strictement positif. Bien. Donc maintenant, le AN, bien, je le reporte et je récupère donc l'équation BV plus B étoile moins 1 CV égale G moins mu. En fait, c'est une réécriture purement fonctionnelle du système. Et la question, c'est est-ce que j'ai gagné quelque chose? Alors déjà, ça permet de comprendre un tout petit peu les couplages. B est un opérateur elliptique, C est un opérateur elliptique et B étoile est un opérateur elliptique. Donc C, c'est comme du laplacien. Le moins 1 ici, c'est comme du laplacien moins 1, donc ça c'est un opérateur d'ordre 0. C'est un opérateur non local d'ordre 0. Il ne sera local que lorsque B et C sont collinéaires, c'est lorsqu'on a le laplacien. C'est un peu le cas quadratique, hein, où effectivement on avait vu simplement un potentiel supplémentaire apparaître sur le psi. Un potentiel local. En général, c'est non local. Si c'est non local, c'est un terme interodifférentiel, mais il faudrait qu'il y ait un signe pour qu'on ait le principe du maximum. L'a-t-il ou pas? J'en doute un peu, en toute généralité. Mais ce ne sera pas la première fois où je me planterai dans cette histoire. Alors, il y a même une curiosité, c'est que c'est aussi un problème auto-adjoint, ça. Alors, pour se convaincre de ceci, il n'est pas idiot de poser W égale BV, c'est-à-dire, au lieu de chercher V, on cherche l'action de moins nu laplacien plus B gradient sur V. Ah, j'ai un A qui me manque quelque part, plus A. Eh bien, et je vais baptiser, je crois que je ne me suis pas encore servi de cette lettre, petit c égale 1 sur A. Eh bien, si je fais ceci, je récupère CW plus B étoile moins 1 C B moins 1 W égale G moins mu sur A. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? V, j'ai remplacé V par B moins 1 W. Donc, j'ai bien B étoile moins 1 C B moins 1 W. Le A, je l'ai divisé partout dans l'équation.
Et donc, ici, j'ai toutes mes données qui ont un signe, si c'est le problème de comparaison qui m'intéresse. Mais en fait, ça c'est une recette générale. Ça, hein. Et ce que je récupère ici, c'est une équation auto-adjointe avec un opérateur, hein, c'est plutôt posé sur des Laplaciens, donc ça consisterait plutôt à écrire une équation de Laplace avec des Laplaciens moins 1, qui consiste à dire que si je travaille au niveau des opérateurs, des résultats par les opérateurs, tout ça c'est comme un Laplacien moins 1, ça c'est un Laplacien moins 1, un Laplacien moins 1, donc le tout c'est un Laplacien moins 1, et c'est un problème auto-adjoint, hein, parce qu'évidemment ça c'est un poids scalaire, donc c'est dans L2, c'est auto-adjoint dans L2 de manière triviale, et puis ça c'est fait pour être auto-adjoint. Donc on voit tout de suite que ce problème, que la linéarisation est bien posée, ça correspond au caractère bien posé du problème. Ça mesure le caractère bien posé du problème. Et le caractère bien posé du problème, on le voit par le fait même que le signe ici, c'est le A qui était là, C est égal à 1 sur A. Qu'est-ce que c'est A? Revenons en arrière. A, il est, je ne sais pas où je l'ai noté, je l'ai effacé. A, c'était F' en X et 2M. Donc dire que A est positif, c'est dire que F est croissante. Donc j'ai un opérateur auto-adjoint positif, j'ai un opérateur auto-adjoint positif, et même strictement positif. Donc ce problème auto-adjoint, il est bien posé parce que j'ai un signe ici. Donc on voit, c'est une autre manière de voir que le problème linéarisé dans le cas où le F est croissant est bien posé. La linéarisation, c'est un gentil problème, entre guillemets, auto-adjoint strictement positif. Et on voit d'ailleurs que si on prend des puissances, si on prend des fonctions qui sont décroissantes, bien, il va y avoir une interaction de valeurs propres, de spectres là-dedans, qui peut faire qu'on peut perdre le caractère bien posé. Mais ça va dépendre un peu de la force des choses. Donc, je trouve ce calcul un peu abstrait, un peu fonctionnel, informatif sur la nature même du caractère bien posé des jeux sans moyens. Et dans le cas, sur la question spécifique de la monotonie, je ne pense pas que de se ramener à un problème auto-adjoint, parce que la monotonie est à un autre niveau, mais c'est plutôt à ce niveau-là que la question se pose. On a un gentil opérateur elliptique, donc si G moins mu ici est strictement négatif, la question que l'on se pose, c'est on aimerait savoir pourquoi ça entraîne que V est négatif ou nul. C'est est-ce qu'on a le principe maximum pour cet opérateur? Chaque fois qu'on a le principe maximum pour cet opérateur, on a une contradiction qui prouve la comparaison. Et le principe maximum pour cet opérateur, c'est effectivement un gentil Laplacien, mais c'est un truc qui est bizarre. Deux opérateurs elliptiques qu'on inverse l'un par rapport à l'autre, mais c'est une structure piquante et qui doit être étudiable et traitable, y compris en dimension 1, voit explicitement à quoi ça ressemble. Donc, ça fait partie de mon programme cette année où je veux donner, par rapport aux années précédentes, je vous indiquais qu'il y avait des tonnes de problèmes ouverts, on ne sait pas, mais là, je veux rentrer vraiment dans les détails pour vous donner des questions spécifiques pour que les gens qui me font l'amitié et qui ont le courage de venir tous les vendredis matins à 9h aient réellement des questions sur lesquelles ils peuvent se mettre à travailler demain matin. Ou cet après-midi d'ailleurs, pourquoi attendre? Bien, alors, ceci clôt ce que je voulais dire, sur les principes de comparaison. Donc, je comptais en faire 2 séances, j'en avais fait pratiquement 3, ça c'est toujours le cas, mais il y a aussi des trucs que je n'avais pas réalisés en commençant. Et puis peut-être que la semaine prochaine, j'aurai peut-être quelques informations de plus, mais on verra. Bien. Ouais. Alors, donc, on va finir en roue libre aujourd'hui en parlant du deuxième thème que je vais aborder, en le mettant en place de manière simple, en faisant des rappels sans se compliquer la vie et en faisant les choses les plus simples possibles.
Donc, j'avais indiqué que j'aborderai 3 ou 4 thèmes cette année sur les jeux à champ moyen et sur la structure mathématique des équations des jeux à champ moyen. Le deuxième thème, le premier thème, bon, il est essentiellement fini, sauf si dans les semaines qui viennent, j'ai la chance de comprendre un petit truc en plus. Et donc, le deuxième thème que j'aborde aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie d'appeler planification. Planification. Une autre manière d'appeler ça, c'est d'appeler ça manipulation. Hein? Et une autre manière d'appeler ça, c'est de parler d'incitation. D'accord ? Donc après, c'est juste une question d'habillage psychopolitique. Alors, la question, c'est qu'effectivement, on va vouloir dire, à l'instant initial, on connaît la densité des joueurs, on se donne un intervalle de temps 0 grand T, et on voudrait que ça, par une certaine évolution, de 0 à grand T, évolution de type jeu à champ moyen, c'est-à-dire équilibre dynamique, on atteigne une distribution M1. Bon, alors je passe sur les faits que j'ai changé le sens du temps. Mais bon, de toute façon, ça ne change rien. Qu'on aille de M0 à M1 ou de M1 à M0 en réalité, parce que ce que je vais écrire, c'est complètement indifférent. Donc, de sorte que le système d'équations, maintenant, devient... Alors, je vais parler de planification et... Pour l'instant, dans le cas standard de variables séparées, on verra ensuite quand on a du M dans l'hamiltonien, et un exemple particulièrement intéressant sera celui qu'on appellera la congestion. Et bien, dans ce cadre-là, donc de variables séparées, les équations, comme d'habitude, c'est du sur dt moins nu laplacien u. Je prends cet exemple-là, égal h de gradient u, égal, et je sépare toutes les variables parce que c'est... Alors, le x, je pourrais très bien le mettre dans le h, le mettre dans le f. Ça fait partie des extensions qui ne posent pas de problème. En revanche, ce que je me refuse à faire, c'est mettre du m dans le h. Donc le x, vous pouvez distribuer un peu partout. On pourrait d'ailleurs l'enlever complètement, ça ne changera rien. Au fond, je vais me simplifier la notation, je l'enlève. Bien. Donc ça, c'est l'équation en U. D'habitude, je lui rajoute, écrite en temps, avec temps inversé. D'habitude, on met une condition initiale qui éventuellement dépend du M en 0, mais là, je ne mets rien. Donc avec cette simplification, je vire le f de x. Sur l'équation en M, c'est l'équation habituelle. Et donc, la nouveauté, c'est que je vais maintenant prescrire m en t égale à 0 qui sera égal à m0 et m en t égale grand T qui sera m1. Et donc là-dedans, M1, M0 et M1 sont des mesures positives nulles qui sont normalisées. Bien. OK. Alors, formellement, donc ça c'est la première observation que je veux faire. Formellement, ce type de condition
où on a double dose sur une équation parabolique rétrograde. Alors, ça, c'est comme une équation de la chaleur sur le M, lorsque U est fixé. C'est une équation de la chaleur qui consiste à dire qu'on parcourt en sens inverse. Donc, se donner M1, si on la parcourt en sens rétrograde, c'est se dire, je connais la température aujourd'hui, la loi de Fourier m'indique comment la température dans cette pièce, par exemple, va évoluer au cours du temps. Prescrire deux conditions est donc extrêmement choquant. C'est-à-dire, voici le profil de température en T égale à 0 maintenant, et voilà le profil de température que je vais avoir dans une heure. Bon, si je n'ai pas de sources extérieures de chaleur, ben en général, je ne serai jamais à celui que je me donne. Ça sera vraiment le coup de bol, il fallait que j'ai bien choisi. Et donc la question ici, c'est qu'on se dit, on va piloter, c'est presque de la contrôlabilité, on va piloter le chauffage en permanence et partout, puisque ça c'est un terme dans l'espace tout entier. C'est comme si j'avais partout dans cette pièce des petites sources de chauffage et qu'au cours du temps, je puisse grosso modo les choisir de façon à atteindre un certain, le profil de température que je me suis fixé. Alors si je me permets de faire ça en tout point et comme je veux, on sent bien que ça c'est possible. Et qu'en revanche, on est très loin d'avoir une unicité de la solution. Donc les jeux à champ moyen, c'est que, OK, on va bien aller de l'un à l'autre en faisant un certain pilotage, mais un pilotage qui est cohérent avec le fait que, à la place de chacune des positions, c'est comme si j'avais un petit agent qui, lui, soit en train de chauffer sa maison. OK ? Ben, lui, il veut minimiser sa dépense d'énergie parce que c'est sa facture d'électricité. Mais il veut avoir chaud, c'est son confort, etc. etc. Et donc la question assez naturelle que l'on peut se poser, c'est qu'il va tenir compte aussi d'un certain nombre d'avantages fiscaux pour faire de l'isolation, pour faire des choses comme ceci. Bon. Donc c'est comment on peut l'inciter à adopter un certain profil de chauffage en disant, si vous vous comportez bien, à la fin de l'intervalle, au bout d'un an, au moment des impôts, vous aurez une réduction ou vous aurez un chèque. Donc ça, c'est l'incitation, c'est la carotte qui fait que chaque joueur va essayer va optimiser en tenant compte de l'évolution de la densité, toujours dans le cadre à jeu à champ moyen, va optimiser et va choisir des actions qui vont naturellement amener à MA. Donc là-dedans, ne pas connaître U à l'instant 0, c'est ne pas connaître combien je vais toucher à la fin de l'exercice, ou payer ou toucher. Et que donc l'idée, c'est que c'est par ce coût final, ce que je vais payer ou gagner à la fin de l'exercice, qu'on veut bâtir un équilibre dynamique qui va effectivement nous amener de l'état que l'on connaît au démarrage à l'état désiré. D'accord ? Vous pouvez penser aussi que c'est un système de tarification. Combien vous faites payer l'abonnement au transport en public, etc. etc., etc. C'est réellement un problème de tarification, d'incitation, de façon à atteindre un certain comportement souhaité. Alors, formellement, ce type de problème est une limite des problèmes précédents. Parce qu'en effet, d'habitude, qu'est-ce que je suppose ? Je dis que U à l'instant initial est donné par une fonction, donc typiquement, ce que l'on avait regardé jusqu'à présent, c'était des situations où on avait une certaine opération fonctionnelle qui est paramétrée par la position x, qui dépend de la fonction qui opère sur la densité initiale, et tout ça, ça me donne ma condition initiale en U. Donc je mets un epsilon parce que ça va être un problème asymptotique, et le U epsilon que je choisis là, ça va être simplement de prendre un 1 sur epsilon, m en t égale à 0, moins m0.
Alors, pour chaque epsilon, ça c'est un bon problème. C'est un bon problème parce que c'est une fonction croissante. 1 sur epsilon z est une fonction croissante. C'est la fonction linéaire avec une pente positive. Et donc, de sorte que l'on sait que pour chaque epsilon, si f est croissante et puis h toujours convexe, on est dans les bons cadres d'unicité où on sait qu'il existe une unique solution u epsilon et m epsilon. Bien. Formellement, quand je fais tendre epsilon vers 0, bien, si je multiplie la deuxième équation par epsilon, j'ai que epsilon u en t égale à 0 est égal à m en t égale à 0 moins m0. Donc si je fais tendre epsilon vers 0 à la limite, bien, ce que je devrais récupérer à la limite, c'est un m qui vaut bien m0 en t égale à 0. Ben, quant au u, ce qu'il vaut, c'est la limite de ce bazar-là. Donc c'est un terme, le terme d'après dans un développement asymptotique. Bien. Donc ça correspond bien au fait qu'il soit inconnu. Alors ça explique plusieurs choses. C'est que c'est formellement une limite asymptotique de problèmes qui sont bien posés avec l'argument de bien poser au sens de la croissance de la non-linéarité, et que donc on peut espérer que ce problème-là aussi ait en tout cas des phénomènes d'unicité. Et comme c'est un problème asymptotique, ben, l'existence, il va falloir réfléchir, parce que l'existence d'un problème asymptotique, elle risque plus de casser que l'unicité. Parce que même s'il n'y avait pas unicité pour le problème limite, quand même, quand il y a un problème unique et que formellement ça tend, bon, ok, ça peut se mettre à osciller, mais on peut quand même espérer qu'il y ait une limite unique. Donc on devrait pouvoir caractériser un objet limite. En fait, l'unicité ne posera pas de problème. L'existence va poser quel est le problème. Et donc c'est ça que l'on va s'efforcer de comprendre petit à petit. Et paradoxalement, l'existence pose plus de problèmes avec un u strictement positif qu'avec un u égal à 0. Alors donc, les questions que l'on va se poser sont des questions d'unicité, d'existence, et de l'unicité, on aura évidemment la limite epsilon tend vers 0. Hein. Enfin, lorsqu'on aura existence et unicité, la limite epsilon tend vers 0 sera bonne. Hein. En fait, c'est même mieux que ça. Dès qu'il existe une solution, elle sera unique et la limite des problèmes en epsilon. Donc il y aura l'existence à nu égale à 0 et l'existence à nu strictement positif. Donc voilà les trois questions que je vais aborder. Étant entendu que je vais surtout aborder des questions en cherchant des solutions les plus régulières possibles de ce système d'équations. Et donc, je n'aborderai pas des questions de solutions relaxées, de solutions faibles, avec des mesures extrêmement générales. Donc, typiquement, la question de qu'est-ce qui se passe si je prends deux masses de Dirac, en plus avec un Laplacien, il y a des problèmes de dimension, ou des mesures un peu singulières, mais pas trop singulières. Non, ça, je ne veux pas regarder. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais je ne veux pas regarder. Je veux déjà regarder des mesures bien régulières, bien fichues, et savoir si oui ou non, je sais passer d'une bonne densité à une autre bonne densité de manière unique. Alors, l'unicité, ce ne sera pas un problème, mais surtout, est-ce que je sais trouver une solution ou pas ? Et est-elle régulière ou pas? C'est ça la question typique que je vais me poser. Il y a beaucoup d'autres questions. Beaucoup d'autres questions. Alors, la dernière remarque que je veux faire dans le cas nu égale à 0, c'est les liens avec les distances de Wasserstein. Donc, ça, le phénomène bien connu, si vous prenez H de P égale 1 sur A, P à la puissance A,
avec A plus grand que 1, que vous prenez nu égale à 0, le problème est f égale à 0. Donc le seul couplage est de dire je veux aller de M0 à M1 avec une équation de transport du style dm sur dt plus divergence de h' de gradient u, m égale à 0. Donc j'ai une contrainte initiale, j'ai une condition initiale, une contrainte finale, ou une condition finale et une contrainte initiale. Et le h' de gradient u apparaît comme un multiplicateur de Lagrange. Il n'est pas assez contraint, et vous le contraignez plus avec l'équation du sur dt plus h de gradient u égale à 0. Alors ça, c'est équivalent à déterminer la distance d'ordre A de Wasserstein entre M0 et M1. Donc en particulier, si vous prenez un Hamiltonien, si vous prenez A égale à 2, c'est la distance quadratique habituelle de Wasserstein, et vous avez ici la divergence de gradient UM1. De gradient UM, pardon. Alors, j'en ai déjà parlé, il y a des experts dans la salle, et ceux qui ne connaissent pas, de toute façon, pour les experts, je n'apprendrai rien, je ne leur apprendrai rien, et pour les non-experts, je ne leur apprendrai rien non plus en 5 minutes. Donc je vais me contenter de donner une caractérisation équivalente de la distance de Wasserstein en termes de problème de contrôle optimal. Parce que c'est au fond la seule chose qui va me préoccuper. Alors le A, il est mal placé, donc je vais mettre un A en bas et l'oublier. Donc ça, c'est pour l'exposant A. Alors, donc une manière de voir les choses est de dire que je cherche à minimiser, et puis j'arrêterai là. Et puis je réexpliquerai ça en début de semaine prochaine. Dans le cadre des déterministes, je vais refaire ce point de vue contrôle optimal. Donc, c'est de dire que je vais fondamentalement, pour le problème qui est ici, je suis toujours dans ce cas très particulier où nu est égal à 0 et f est égal à 0, et je regarde l'intégrale en x et l'intégrale de 0 à grand T. Je mets ici m, je vais mettre ici un alpha à la puissance a divisé par a, dx dt. Donc je minimise par rapport à tous les alphas, qui sont des champs de vecteurs, hein, c'est des alpha égale alpha de x et de t, tels que dm sur dt plus divergence de m alpha est égal à 0. Et m en t égale à 0 est égal à m0, et m en t égale grand T est égal à m1. Tel qu'il existe un m, vérifions ceci. En fait, c'est une sorte de minimisation sur alpha et m. On peut le réécrire comme ceci. Hein. Donc, hein, je prends tous les champs de vecteurs possibles, des champs de vitesse possibles, tous les champs de vitesse possibles qui m'amènent la densité à partir de M0 en M1.
Et parmi tous ces champs de vitesse qui me conduisent à un déplacement acceptable, à une dynamique acceptable de la densité, je mesure ensuite l'effort. Ben, ça, c'est grosso modo l'effort. Il y a du alpha à la puissance A. Ben, ça mesure la taille de la vitesse. Et bien entendu, mesurer la taille de vitesse là où il n'y aura pas de population, on s'en moque. Donc, multiplié par m n'est pas ridicule. Alors, il y a des raisons plus profondes. Pour les jeux à champ moyen, c'est beaucoup plus naturel que ça, parce qu'en fait, ça correspond à prendre l'intégrale de 0 à t de xi point à la puissance a. Et le m est caché dans le i, dans les sommes sur i implicites qui sont là. Donc, quoi qu'il en soit, voici un problème qui n'est pas déraisonnable de contrôle optimal, mais l'intérêt de ce problème de contrôle optimal, c'est surtout que ça fournit la distance de Wasserstein exposant A de M0 à M1. Alors, ça la fournit à la puissance A, et avec un scaling en temps qui est quoi? Qui est grand T, non? Fois ça, non? J'imagine. Voilà. Donc, grand T là-dedans, il est complètement arbitraire, ce qui est très naturel, parce que vous pouvez faire une dilatation temporelle. Ben, vous voyez que le grand T, vous ramenez de grand T de grand T, vous le ramenez à 1, ça vous sort effectivement un grand T, et la dilatation, temporelle, vous dilatez alpha d'autant, et donc, bon, vous faites ces dilatations, et vous vous rendez compte qu'effectivement, vous avez un certain scaling, qui, je pense, est grand T. Je parle sous le contrôle d'un expert. Mais bon. Pour A égale à 2, j'en suis sûr. Ensuite, bon. Mais je crois que c'est toujours vrai. Ah, tu vois? OK? Parce que si on fait le scaling, la démonstration, si on change d'échelle alpha, il est clair qu'on a un changement d'échelle ici qui est du 1 sur temps. Et donc, effectivement, c'est du... Pardon? Ah, ouais, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. C'est le A étoile en flûte. Ah, flûte. Donc c'est B ici. Allez. Oui, merci beaucoup. Parce que là, j'ai pris H qui est donc ici, donc ça va être B-1. Merci beaucoup. Ça, c'est important. Et B, c'est l'exposant conjugué. C'est 1 sur A plus 1 sur B égale à 1. C'est le Lagrangien correspondant à cet Hamiltonien lorsqu'on a fait du contrôle optimal. De toute façon, on va revoir cette formule-là. Je me contente uniquement de mentionner cela au niveau des distances de Wasserstein. Donc, ce problème, effectivement, caractérise les distances de Wasserstein. Alors, peut-être une toute petite remarque, c'est que ce problème, on ne voit pas forcément de la convexité très facilement. Une transformation très simple permet de voir la convexité, et ça nous servira dans la suite, c'est de changer de variable et d'introduire comme inconnu bêta égale m alpha. D'accord? Donc, si vous faites ceci, vous avez une minimisation sur bêta m, double intégrale, et puis j'arrêterai là. Donc, alpha à la puissance b, bah, ça devient bêta en norme à la puissance b, mais du coup, j'ai trop de m, et j'ai au dénominateur un m à la puissance b-1. Mais le gros avantage, c'est que ça rend les contraintes linéaires, dm sur dt plus divergence de bêta égale à 0, et m en t égale à 0 égale m0, m en t égale grand t égale m1. Ça, c'est une astuce totalement classique, connue depuis des lustres.
Alors, donc, regardons, on a maintenant un problème de maximisation avec des contraintes linéaires. Sur le couple m-bêta, ce sont des contraintes linéaires. Donc, on aura un problème qui sera convexe si et seulement si la fonction de bêta et de m qui est ici est convexe. Donc, ça sera problème convexe si la fonction de bêta et de m qui est donnée par ceci est convexe. Et pour les problèmes de congestion, pour bien comprendre les rapports entre optimisation et ce qu'on loupe par l'optimisation par rapport aux équations de jeu à champ moyen, il n'est pas inutile de se poser la question, si je regarde maintenant x dans RD, y positif, et que je regarde x à une certaine puissance qui est b, divisé par y à une puissance qui est c, quand est-ce que ça, c'est une fonction convexe de b et de c. Bon, je vais le faire avec d égale à 1 pour que les calculs soient plus simples. Donc on regarde la matrice des dérivées secondes. La dérivée seconde par rapport à x, ça fait bb-1, xb-2, divisé par y puissance c. Les termes diagonaux, qui sont les mêmes évidemment, c'est moins bc, xb-1, yc plus 1. Et ici, on récupère moins c plus 1, ça veut dire c plus 1, xb sur yc plus 2. Donc ce terme-là est positif si b est supérieur ou égal à 1. Donc il faut déjà que b soit supérieur ou égal à 1, ce qui est naturel. Il faut que ce soit convexe en x. Ce terme-là est convexe si c est positif ou nul. Je vais bien diviser. Et maintenant, on aura la convexité si le déterminant est positif. Le déterminant, vous voyez que vous avez bc multiplié par b-1, c'est plus 1. Donc BC, et de l'autre côté, vous avez moins BC carré. Donc je veux que ceci soit supérieur à BC, si j'élimine BC des deux côtés. Eh bien, si je fais ça, je récupère B moins C moins 1, c'est-à-dire B supérieur, c'est-à-dire C inférieur ou égal à B moins 1. Donc, résumé, on fait la vérification de la convexité de cette fonction de deux variables, et c'est vrai si et seulement si C est inférieur à B-1. Bon, donc on aura le droit de multiplier, ça voudra dire qu'on aura le droit de prendre des puissances de m plus grandes, pas plus petites que 1, pour regarder la convexité. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est pile sur ce qu'il faut pour avoir la convexité, puisque ça fait C égale B-1. D'accord? Donc on a un brave problème convexe. Donc ça explique qu'il y a des solutions, qu'il y a des phénomènes d'unicité, et il se trouve que pour la distance de Wasserstein, on sait beaucoup de choses, parce que du fait qu'on peut faire ce changement d'échelle en temps, fondamentalement c'est un problème stationnaire qui permet de passer de M0 à M1. Trouver ce potentiel, c'est une question quasiment stationnaire. Et en fait, il y a une équation stationnaire qui est l'équation de Monge-Ampère, et des résultats de régularité qui sont fondamentalement dus à K-L, qui assurent que si on a de bonnes mesures, je vais simplifier, alors le potentiel est C infini et qu'on passe de manière, le potentiel est régulier et qu'on passe de manière régulière d'une mesure à l'autre. Ça, c'est en se servant énormément de la structure très particulière que je qualifierais de quasi stationnaire de cette évolution. Donc, pour les problèmes déterministes, dans le cas où f est égal à 0, alors on prend cet Hamiltonien-là, mais ça n'a vraiment aucune espèce d'importance. Il se trouve qu'il y a effectivement dans la littérature un énorme pan de théorie qui a été écrit et qui permet de comprendre que oui, ces problèmes sont bien posés avec des solutions, disons, régulières. Bon. En revanche, les démonstrations qui existent pour la distance de Wasserstein s'effondrent complètement
dès qu'on met un f, dès qu'on met un Laplacien, parce qu'on perd tout de suite cette structure-là. On a une vraie dépendance en temps, on n'a plus du tout le même problème. Bon, alors ça ne veut pas dire que c'est perdu, mais ça veut dire que c'est différent et que du coup, il y a des nouvelles questions qui vont se poser. Alors, on verra qu'en déterministe, ça se passe bien. On verra qu'avec un nu strictement positif et un hamiltonien quadratique, ça se passe bien. On verra qu'avec un hamiltonien en P à puissance A, où A est plus grand que 2, c'est mal posé. D'accord? Nu strictement positif, un hamiltonien strictement, avec une puissance strictement plus grande que 2, c'est-à-dire un B strictement plus petit que 2. Dans un cadre de Laplacien, le problème n'est pas bien posé. Bon, alors ça, c'est surprenant. Ça, c'est surprenant parce qu'en plus, c'est des cadres où on ne paye pas très cher les contrôles. Donc, et là, et pour des hamiltoniens généraux, je ne sais pas. Voilà, j'avoue, je suis très perplexe, extrêmement perplexe. Donc, là encore, on va tomber très très rapidement sur les problèmes ouverts. Donc ça, c'est la suite, hein, je vous explique ce vers quoi on va. Et vous voyez, c'est pour ça que j'ai choisi ce deuxième thème avec la planification, parce qu'on est vraiment dans la continuation en termes des cas où ça marche et des cas où ça ne marche pas, des principes de comparaison. Est-ce un hasard ou pas? Je n'en sais rien. Sur ce, il est temps pour moi de me reposer pour vous aussi, et puis on aura le séminaire dans un petit moment. Merci.